Dans les recoins les plus sombres de l'histoire de l'Oural, une ombre plane encore sur l'un des plus grands mystères de l'histoire soviétique. C'est l'incidence de Kol Dyatlov, ainsi nommé en référence au leader du groupe des skieurs ayant perdu la vie ce jour-là. Et à ce jour, cet incident n'a toujours pas trouvé d'explication rationnelle. Mais une seule question restera sur toutes les lèvres. Que s'est-il réellement passé durant cette nuit fatidique de février 1959? Cette nuit où 9 jeunes aventuriers ont trouvé la mort d'une manière aussi fatidique qu'inexplicable. Plus de 6 décennies plus tard, les théories les plus folles continuent de circuler, alimentant ainsi une fascination morbide pour ces événements. Voici donc pour vous aujourd'hui la mystérieuse histoire de Kol Dyatlov. Et bien sûr, avant de commencer, n'oubliez pas le like et l'abonnement si vous êtes nouveau. Janvier 1957, un groupe de jeunes étudiants, tous alpinistes aguerris, décide de faire une randonnée en montagne. Il faut savoir qu'en janvier, c'est encore l'hiver en Russie et que les conditions climatiques sont extrêmement rudes. Et je suppose que ce sont ces difficultés qui excitent parfois des professionnels comme ces étudiants ayant des compétences monstrueuses en alpinisme. Bref, ils sont 10 à la base, parmi lesquels 2 femmes et 8 hommes, tous âgés entre 20 et 30 ans. C'étaient tous des alpinistes de niveau 2 en Russie, ce qui signifie qu'ils avaient tous les compétences ou alors l'autorisation d'escalader des montagnes pouvant aller jusqu'à 5 km de hauteur. Petite parenthèse avant de continuer, en Russie aujourd'hui on distingue 4 niveaux d'alpinistes. Le niveau 1 regroupant des personnes pouvant escalader des montagnes ayant une hauteur allant jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Le niveau 2 quant à eux 5000 mètres d'altitude. Le niveau 3 7000 mètres d'altitude. Et enfin le niveau 4 qui regroupe des alpinistes capables d'escalader des montagnes allant à plus de 7 km d'altitude. Et c'est à ce stade qu'on devient aujourd'hui alpiniste Pro Max en Russie. Le groupe d'étudiants dont il est question aujourd'hui était essentiellement constitué d'alpinistes de niveau 2 et leur but était d'escalader cette montagne afin de recevoir à leur retour le grade ou alors la certification d'alpiniste de niveau 3, ce qui était à l'époque le grade le plus haut chez les alpinistes. Igor Dyatlov, étudiant en communication de 29 ans, est à la tête du groupe. C'est donc lui qui va proposer cette randonnée ainsi que le parcours même du groupe. La montagne choisie pour l'expédition est l'une des montagnes de l'Oural. Les étudiants quittent alors leur ville Sverdlov, munis de leur matériel, de vivres et même d'appareils photo. Le 26 janvier 1959, toujours en chemin en destination de la montagne choisie, Yuri Yudin, qui est un membre du groupe, décide d'abandonner à cause d'une douleur cardiaque. Il souffre également de rhumatisme et d'une douleur au genou. En gros, il ne peut pas continuer et doit impérativement faire demi-tour. Mais avant de partir, il fait bien évidemment quelques photos avec les membres du groupe sans le savoir. C'est la dernière fois qu'il verra ses amis. Le groupe désormais constitué de 9 étudiants continue alors son chemin. Ils aperçoivent régulièrement ces signes dans la forêt. Je ne peux pas décrire exactement ce que c'est, mais d'après mes recherches, ces panneaux renseignent sur les risques, les animaux ainsi que les abris présents à proximité. Au fur et à mesure qu'ils avancent, les conditions climatiques deviennent de plus en plus rudes. Et lorsqu'ils arrivent au pied de la montagne, la température est d'environ moins 15 degrés Celsius. Mais le groupe d'étudiants ne se décourage pas. Ils passent par des abris, par des refuges et continuent quand même d'avancer malgré tout. La couche de neige sur la montagne est de plus en plus épaisse, mais absolument personne ne veut faire demi-tour. Puis ils arrivent à un endroit où la température est inférieure à moins 24 degrés. La montée commence à devenir de plus en plus raide et le groupe abandonne progressivement des équipements et des vivres dans des endroits cachés tels que des vallées boisées, juste histoire d'avoir de quoi manger à leur retour. Mais plus ils avancent dans cette aventure, plus les conditions météorologiques deviennent désagréables. Le manque de visibilité leur fait dévier de leur route et leur conduit plutôt vers une autre montagne dit le mont Kolachal. Cette montagne est encore appelée montagne de la mort ou alors la montagne du mort. Tout simplement parce que absolument rien ne peut y pousser. Elle est impropice à l'agriculture par exemple. Très tard dans la soirée, aux environs de 19 h, ils se rendent compte de leur erreur et décident de camper sur le flanc de la montagne. Ils auraient pu descendre pour se réfugier dans un abri situé dans une forêt 2 km plus bas, mais le groupe décide de ne pas le faire. Et la décision de camper sur cette montagne sera fatale.
Sachant qu'il n'y aurait pas de survivants, sachez que toutes les infos que je vous ai précédemment données sont issues du journal quotidien que tenait Dyatlov. Souvenez-vous, le capitaine de l'équipe. Avant de partir en randonnée sur la montagne, Dyatlov promet quand même à son club de leur envoyer un télégramme lorsqu'il serait de retour à partir du 12 février dans la ville de Visay, qui n'est autre que la ville la plus proche de la montagne où aura lieu l'expédition. Mais le jour J venu, pas de télégramme le 12 février. Étonnamment, les clubs de sport et les familles de randonneurs sont bien sûr sans nouvelles, mais pas de panique. Tout le monde peut avoir des retards, ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est qu'une semaine plus tard, le 20 février, que les familles des randonneurs demandent le lancement d'une opération de recherche et de sauvetage. Des volontaires de l'université, l'armée ainsi que la police commencent ainsi les recherches. 6 jours plus tard, le 26 février 1959, alors qu'un groupe d'étudiants arpentait le flanc de la montagne de la mort, ils feront une découverte macabre. La tente des 9 randonneurs est découverte. Elle a été déchirée de l'intérieur comme si les randonneurs essayaient de fuir quelque chose. À l'intérieur, on y retrouve les effets personnels ainsi que le matériel des randonneurs. Et à l'extérieur, elle est tout simplement à moitié ensevelie par la neige. Sur les lieux, on retrouve également des empreintes. Des empreintes de personnes portant une seule chaussure, une seule chaussette ou alors rien du tout. Et je tiens à rappeler que nous sommes en plein hiver avec des températures surpassant parfois les moins 40 degrés. Les traces retrouvées sur le sol indiquent que les occupants de la tente sont partis de leur plein gré sans courir mais plutôt en marchant. Les enquêteurs suivent alors les traces de pas et arrivent à un petit bois. Ils y trouveront 2 corps et aussi ce qui ressemble à une tentative de feu de camp. Ce sont 2 des membres du groupe des 9 étudiants. Ils sont habillés uniquement en sous-vêtements et sont pieds nus. Les branches de l'arbre d'à côté sont cassées sur presque 5 mètres comme si quelqu'un avait essayé d'y grimper. Entre 300 mètres et 600 mètres de la forêt, on retrouve notamment 3 autres corps dans des positions démontrant qu'ils essayaient désespérément de retourner à la tente. Il faudra plus de 2 mois pour retrouver les autres corps. Ils étaient notamment enfouis à plus de 4 mètres sous la neige dans un ravin. Et ces derniers corps sont mieux habillés que les autres. Après autopsie des premiers corps à avoir été découverts, le médecin conclut immédiatement qu'aucune blessure n'ayant été trouvée sur les corps, les 9 étudiants seraient donc morts d'hypothermie. Mais lorsque les derniers corps à avoir été retrouvés seront analysés, les choses deviennent de plus en plus inexplicables. L'un des étudiants a le crâne défoncé, tandis que les 2 autres ont la cage thoracique enfoncée. Les médecins remarquent également que les corps sont endommagés de l'intérieur, un peu comme s'ils avaient subi des chocs ou des accidents, mais de l'intérieur. Et ces blessures internes, selon les médecins, ne peuvent pas être provoquées par une simple force humaine. Car, paraît-il, ces dommages correspondent plutôt au type de dégâts que l'on observe lorsqu'un individu se fait par exemple renverser par une voiture. Encore plus étonnant, les corps ne présentent aucune trace de blessure externe ou alors trace de coups ou même cicatrices pouvant clairement expliquer les dégâts ou alors les dommages observés à l'intérieur. Encore plus étrange, 2 des randonneurs n'avaient plus de visage. L'une des randonneuses n'avait plus d'yeux, plus de langue, plus de lèvres sur la face. Et l'autre n'avait plus d'yeux. Et pour couronner le tout, leurs affaires restées dans la tente présentaient des traces de radioactivité. Les enquêteurs commencent d'abord par évoquer l'hypothèse d'une attaque par des individus inconnus. Mais cette piste est tout de suite écartée car les blessures que présentent les randonneurs ne peuvent pas avoir été faites par un être humain ou alors par des animaux sauvages. Ni suspect ni coupable à l'horizon, l'affaire sera tout de suite classée, la conclusion étant que les randonneurs auraient fait face à une force inconnue qu'ils n'auraient pas su maîtriser. Ils sont dès lors considérés comme des victimes d'une force inconnue. Les enquêteurs de l'époque essaient tant bien que mal d'étayer cette hypothèse ou alors cette conclusion par le fait que les corps des victimes ne présentent aucune trace de lutte, aucune blessure physique, aucun objet appartenant au groupe ou alors à un membre de ce groupe n'a été dérobé. Aucun survivant pour relater les faits. Les événements s'étant déroulés sur la montagne cette nuit-là demeurent un mystère. Que s'est-il réellement passé sur cette montagne pour que ces randonneurs, tous aussi qualifiés qu'ils étaient, aussi compétents qu'ils étaient, meurent de la sorte, de manière totalement inexpliquée? Et depuis l'arrivée d'Internet, cette histoire a non seulement gagné en popularité, mais les théories également fusent de partout.
Des randonneurs situés à plus de 50 km du lieu de l'incident déclarent avoir vu des lumières oranges au-dessus de la montagne de la mort ce soir-là. Est-ce vrai? J'y reviendrai. Selon certaines théories, sur certaines des photos retrouvées dans les affaires du groupe, on peut clairement voir que le groupe était suivi par une forme humanoïde, ce qui aurait visiblement poussé beaucoup à parler de Yeti ou alors d'un animal similaire qui aurait attaqué le groupe. Tandis que certaines théories sont plus simples, comme par exemple l'hypothèse d'une crise de folie d'un des membres du groupe. D'autres bien sûr parlent d'un potentiel contact ou d'une potentielle rencontre avec les petits bonhommes verts, avec des extraterrestres. Mais la théorie qui revient le plus souvent est celle d'un exercice militaire sur la montagne de la mort, selon laquelle des militaires auraient testé une arme radioactive ce soir-là. Et selon beaucoup, cette théorie justifierait la raison pour laquelle on retrouve des radiations dans les affaires des étudiants. Sauf que des études menées récemment et publiées ont démontré que c'est toute la montagne qui était radioactive. Une contre-enquête a été publiée récemment en 2019, démontrant que les résultats apportés par les médecins de l'époque avaient tout simplement été biaisés, car ces médecins avaient falsifié les rapports d'autopsie. De plus, l'opinion publique a toujours tendance à vouloir accuser le gouvernement de cacher l'existence des extraterrestres ou alors celle d'une arme radioactive. La majorité des rapports que nous avons aujourd'hui sur cet événement sont faux, et l'enquête a complètement été bâclée par les autorités de l'époque qui ne se sont même pas fichues de trouver une explication rationnelle. Et il faut également dire que la plupart des témoignages autour de cet événement sont faux. Par exemple, les randonneurs ayant prétendu avoir aperçu des lumières oranges sur la montagne de la mort le soir de l'incident étaient situés à 50 km du lieu. 50 km. 50 km. Et sachant qu'on était en hiver, il y a la neige, il y a le brouillard, il y a des tempêtes. Croyez-moi, même le Sharingan couplé au Byakugan ne permettent pas de voir aussi loin. En 1959, il y avait donc déjà des gens qui pouvaient mentir comme ils respiraient et le public a tout simplement avaler cela. Pour ce qui est des randonneurs ayant soit les côtes soit le crâne brisé, c'est-à-dire les corps qui présentaient des dégâts à l'intérieur sans pour autant avoir de blessures physiques, des études menées récemment ont démontré qu'une avalanche pouvait facilement avoir les mêmes effets en fonction du poids de la neige. Et en analysant les données météorologiques de l'époque, les experts ont déduit qu'une avalanche aurait pu effectivement avoir lieu, étant donné que les données recueillies permettent de confirmer à l'époque l'activité d'une potentielle tempête, ce qui aurait pu bien évidemment faciliter un écoulement. Selon les résultats de l'enquête, une fois que l'avalanche aurait frappé et enseveli la tente des étudiants, ils n'auraient pas eu d'autre choix que de la déchirer de l'intérieur pour s'en sortir. Et dans la panique, certains seraient sortis sans vêtements, se retrouvant donc à l'extérieur. Non seulement ils étaient piégés dans le froid, mais leurs effets personnels, leurs vêtements étaient piégés sous des tonnes de neige. Je vous rappelle qu'il faisait environ moins 40 degrés ou alors une température encore plus basse. Une fois à l'extérieur, exposés au froid pour survivre, les étudiants doivent se diriger vers la forêt la plus proche pour essayer d'y faire un feu de camp. Mais avec la tempête et le froid, ils savent pertinemment qu'ils sont en grand danger. Certains d'entre eux vont donc décider de faire demi-tour pour aller chercher leurs effets sous les tonnes de neige, tandis que d'autres resteront s'occuper du feu. Malheureusement, les deux groupes finiront par succomber sous l'effet de l'hypothermie, ce qui expliquerait le fait qu'on ait retrouvé 2 corps proches d'un feu de camp, tandis que 3 autres corps semblaient se diriger vers la tente pour y récupérer leurs effets personnels ou alors de quoi survivre. Et pour les autres corps qui avaient été retrouvés mais sans visage, il est connu que ces personnes avaient les têtes plongées dans l'eau. Et il est bien connu que tout corps en contact avec l'eau pendant trop longtemps finit bien évidemment par subir ses effets. Érosion, dégradation, bref. Voilà donc à peu près une reconstitution des faits selon les résultats des enquêtes récemment publiées en 2019. Et vous qui avez regardé la vidéo jusqu'ici, qu'en pensez-vous? À la base, ils étaient 10 randonneurs, mais une personne, Yori, a visiblement été sauvée à cause d'une maladie cardiaque. Je n'aurais jamais cru pouvoir dire un jour qu'une maladie cardiaque aurait pu sauver quelqu'un d'une mort aussi certaine. Et malgré le fait qu'une contre-enquête ait été publiée en 2019, de nombreuses théories continuent encore de naître aujourd'hui même. Et vous, avez-vous une théorie sur cette histoire? Connaissiez-vous déjà cette histoire?
Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like et de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Laissez-moi également vos avis en commentaire. Et si vous êtes resté neutre jusqu'à la fin, écrivez tout simplement montagne. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.